Bonjour à tous et bienvenue dans le Nukus Coffee, le premier café sans alcool. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de 8 jeux vidéo que je trouve surcotés, particulièrement surestimés à mes yeux. Donc ça fait un petit moment que j'avais envie de faire ce genre de vidéo, de vous parler de ce sujet-là. Alors oui, j'avais prévu de vous montrer ma gueule à la base, mais ça ne sera pas possible étant donné que je viens d'avoir un disgracieux bouton près de la lèvre. Donc vous en conviendrez que je ne suis pas le plus présentable du monde. Donc sans plus tarder, on va commencer donc par le numéro 8. Et pourquoi 8 jeux vidéo? Parce que 8 est mon chiffre préféré et parce que je n'aime pas forcément faire comme les autres. Donc nous allons commencer directement et attaquer dans l'art avec Silent Hill Shattered Memories. Alors, un Silent Hill bien apprécié de la majorité. Quand j'entends parler de Shattered Memories, je n'entends que des critiques hyper élogieuses concernant la fanbase Silent Hill. Pourtant, ce n'est pas un épisode qui, à l'époque de sa sortie, a particulièrement bousculé les foules. Or, au fil des années, il y a eu celui-ci a eu un vrai succès d'estime de la part des fans de la saga. Et je dois vous avouer que, me concernant, je pense que c'est l'un des épisodes les plus faibles de la licence. Me concernant, bien évidemment, parce que là où je trouve le jeu surcoté, c'est que quand j'entends parler de Silent Hill Shattered Memories de la part de la plupart des fans de Silent Hill, enfin en tout cas des fans de cet épisode, les mecs le mettent quand même, le hissent quand même au niveau de Silent Hill 2. Ce qui est tout de même un peu fort de café. Parce que déjà, à mon sens, un Silent Hill datant de la période post-Silent Hill, donc un Silent Hill occidental, est à mes yeux un jeu d'horreur avec un skin Silent Hill. Parce que moi, je n'arrive pas à dissocier la licence Silent Hill de la Silent Hill. Car la Silent Hill ont une proposition artistique qui est bien à eux. C'est-à-dire, enfin, en gros, pour moi, ça me paraît invraisemblable. Je le considère plus ça comme une espèce de spin-off ou comme une espèce, voilà, de jeu d'horreur, je veux dire, avec le skin Silent Hill. Donc déjà, rien que pour cette raison, je ne peux pas hisser Shattered Memories au niveau d'un épisode, au niveau de Silent Hill 1, Silent Hill 2, Silent Hill 3. Et puis en dehors de ça, l'argument principal de pourquoi les fans de Silent Hill 2 apprécient autant Silent Hill Shattered Memories, c'est que en gros, en fait, ils sortent l'argument de oui, mais on rentre enfin en profondeur dans la psyché du personnage, ça n'était plus arrivé depuis Silent Hill 2 en 2001. Oui, sauf que à mes yeux, au fait, Silent Hill Shattered Memories n'est qu'une pâle copie, on va dire, n'est que comment dire, n'est qu'une pâle tentative de reproduire l'aspect psychologique très particulier de cet épisode et enfin de Silent Hill 2 qui le rend unique, mais parce que la différence c'est que Silent Hill 2 a été développé conjointement avec de vrais psychologues, de vrais psychiatres. Voilà, vous irez vous renseigner. Donc de ce fait, il a une crédibilité, enfin il a déjà une crédibilité et aussi un réalisme vraiment accentué. Donc, de ce fait, enfin derrière la psychologie de Scientific Memories me paraît être un peu de la psychologie de comptoir, vous voyez. Alors, je suis peut-être un peu sévère. Et puis même, enfin, ludiquement, je trouve pas que ça soit un épisode qui propose quelque chose d'intéressant, parce que là, pour le coup, pour moi, un Silent Hill, c'est également, comment dire, c'est aussi un jeu avec de la rejouabilité et avec un game design soigné, avec des énigmes et des donjons en quelque sorte. Donc Shattered Memories, lui, prend le parti pris d'un jeu plus Quantic Dreamesque, si je puis dire, sauf que à mes yeux, ce parti pris-là ne fonctionne pas vraiment, enfin ne réussit pas à me provoquer une angoisse ou un effroi tel que devrait le provoquer un jeu de cette licence. Pourquoi? Parce que le jeu, je veux dire déjà, opte pour une caméra à l'épaule qui est certes assez immersive, j'en conviens, mais qui du coup, ne permet pas vraiment de profiter des décors, ce qui est vraiment dommage, parce que s'il y a une qualité que je peux donner au jeu, c'est qu'il s'agit d'une habile réinterprétation du premier épisode, et que son Otherworld, style glacé, c'est hivernal, est plutôt bien trouvé. J'ai beaucoup de mal avec le gameplay. Parce que c'est un Silent Hill qui se veut baser sur l'échappatoire, sur la fuite en avant. C'est-à-dire vous ne pouvez pas affronter directement les ennemis. Mais là, pareil, pour moi, je veux dire, je n'ai jamais, durant ces phases-là, durant ces phases de poursuite, je n'ai jamais vraiment
ressenti une vraie tension parce que tout simplement le monster design de cet épisode est très faible. Enfin, c'est les ennemis qui vous pourchassent, je veux dire, ne m'ont jamais vraiment inspiré un certain effroi ou une certaine angoisse, vous voyez? C'est-à-dire, vraiment, je trouve que globalement, les monstres, enfin le bestiaire de Scientist Stone Memories est très basique et très banal. Enfin, on dirait, enfin, ça ressemble, oui, enfin, ça ressemble à de la fanfiction de Silent Hill, tout simplement. Enfin, j'ai l'impression que Climax, pour le coup, à l'inverse de Silent Hill Origins, où pour le coup ils ont essayé de faire du Silent Hill, entre guillemets, pour moi c'était plutôt réussi, mais voilà, pour moi, voilà, encore une fois je le dis, c'était un jeu avec un skin Silent Hill, ce n'était pas un véritable Silent Hill. Là pour le coup, avec Stone Memories, ils ont tenté une approche beaucoup plus personnelle. Sauf que le problème c'est que, je veux dire, selon moi, on va à l'encontre de ce qu'est un Silent Hill, enfin, c'est... Voilà, enfin, enfin, c'est pour ça que moi j'ai un peu du mal à comprendre que les fans de Silent Hill hissent cet épisode aussi haut dans la saga, parce que pour moi, il n'est au mieux qu'un spin-off sympathique, mais voilà, clairement pas l'épisode que j'ai envie de refaire ou dont je vais me souvenir. Et puis bon, c'est surtout à cause... Enfin, même le twist final, enfin bon, j'ai envie de dire, je vais pas plus entrer dans les détails. Voilà, c'est un peu le point fort, vraiment je veux dire, la qualité numéro un qu'on vante à cet épisode. Et même là, je l'ai pas trouvé si marquant que ça, parce qu'on s'en doutait depuis très longtemps déjà. Et puis même, enfin, également, je trouve qu'aussi les différentes fins proposées par le jeu sont déjà hyper courtes, donc on n'a pas enfin, comment dire, elles n'ont pas vraiment d'impact à mes yeux. Et surtout, bon, enfin, elle donne pas vraiment envie de recommencer le jeu plusieurs fois. Bah, d'ailleurs, c'est un Silent Hill qui, déjà, c'est assez, à mes yeux, n'a pas vraiment de rejouabilité parce que, comme il se veut très linéaire et que, voilà, il n'a pas de donjon ou quoi, et que globalement la progression, voilà, est sur des rails, et que les énigmes, bien qu'elles exploitent intelligemment la Wiimote, sont très basiques et pas forcément très intéressantes. Enfin, je veux dire, franchement, enfin, j'ai jamais vraiment galéré sur une énigme, et c'était l'une des forces pour moi des Silent Hill de la Team Silent, c'est que vraiment les énigmes demandaient un véritable effort de réflexion. Là, enfin, voilà, il n'y a rien vraiment qui me pousse à finir, enfin, à visionner les autres fins de cet épisode, d'autant plus que la fin que j'ai eue ne m'a pas plu. Et puis aussi, j'ai vu les conditions pour avoir les autres fins. Bon, là aussi, je trouve pas vraiment que, à mes yeux, ça ne vaut pas vraiment la peine de s'investir dessus, quoi. Donc en numéro 7, The Legend of Zelda Twilight Princess. Et oui, je sais, ça va gueuler, et oui, je sais, parce que à l'inverse de Silent Hill Shadow Memories, qui est un jeu que finalement assez peu de monde a fait, comment dire, ça reste plus ou moins un épisode qui n'a jamais réédité ou quoi, donc il est un peu plus confidentiel que les autres, que en tout cas les Silent Hill à Silent Team. Voilà, Zelda Twilight Princess, là je commence par m'attaquer à du gros morceau, hein, à du gros blockbuster, un jeu que je pense beaucoup de joueurs ont fait. Parce que The Legend of Zelda, c'est quand même pas la dernière des sagas. Donc, Zelda Twilight Princess. Alors, pareil, quand j'entends parler de cet épisode, enfin quand je vois les différents avis concernant cet épisode, cross-gen à l'époque, sorti sur NGC et sur Wii en fin 2006, je n'ai pas l'impression enfin, j'ai pas l'impression qu'on a joué au même jeu, parce que si pour beaucoup cet épisode, je veux dire, enfin, je dirais égal ou alors surpasse des classiques comme Ocarina of Time, comme Majora's Mask ou comme Zelda 3, ou même Breath of the Wild, parce que pour moi Breath of the Wild est devenu un Zelda classique, ou même Link's Awakening. Moi, à mes yeux, je trouve que c'est clairement le Zelda 3D, tout du moins le plus faible de toute la saga. Et je dirais, enfin, même, je dirais même le Zelda tout court, le plus faible de la saga. Alors certes, bon, je n'ai pas fait certains spin-offs comme Triforce Hero, et je n'ai pas non plus fait A Link Between Worlds. Donc voilà, je ne me prononcerai pas sur ces jeux-là, parce que moi je ne me prononce pas sur les jeux que je n'ai pas fait, voilà, à l'inverse de pas mal de vidéastes, et vous savez de qui je parle. Enfin bref, voilà, mais ce n'est pas la question. Donc Zelda Twilight Princess, pour moi, c'était avant tout une immense déception. Une immense déception, parce que faut savoir qu'à l'époque, j'attendais ce jeu comme le Messie. En fait, je l'attendais vraiment comme un fou. C'est-à-dire moi, en 2002, je crois que le jeu a été montré la première fois, si je ne dis pas de bêtises,
Alors, je crois que c'était dans une conférence Nintendo de l'E3 2004, si je dis pas de bêtises, j'espère que je me trompe pas. Enfin bref, voilà, enfin faut savoir que c'était une époque où, je veux dire, à l'époque, Zelda, j'en bouffais comme pas possible. Je veux dire, dans les années 2000, j'avais commencé avec Ocarina of Time. Déjà en premier lieu, j'avais enchaîné avec Wind Waker et ensuite je m'étais rattrapé, j'avais découvert Zelda 3 via la version Game Boy Advance qui était fournie en bundle avec Force World. Et oui, je ne sais, je suis un jeune con de millénial, sacrilège, je n'ai pas découvert Zelda 3 sur Super NES, oh là là. Mais bon, voilà, et donc par la suite j'avais enchaîné de fil en aiguille avec les classiques de la licence via un CD de compilation qui regroupait les anciens épisodes de Zelda, donc j'ai pu faire également Zelda 1 via ce CD GameCube dont j'oublie le nom, mais enfin c'était Zelda Classic Collection, quelque chose comme ça, que m'avait prêté un ami à l'époque, malheureusement, donc j'ai pas pu faire tous les jeux fournis dans la galette. J'avais également découvert Zelda 2, qui est hyper dur, mais qui est un épisode que j'adore. Même si je ne sais pas si je l'apprécierais autant en le refaisant aujourd'hui. J'avais également fait Minish Cap, Zelda de Minish Cap, qui est un Zelda extrêmement sous-coté. Pareil, et donc voilà, j'étais en plein dans ma Zelda Mania, en gros, pour faire bref. Et de ce fait, Twilight Princess, pour moi, c'était un peu le Zelda dont je rêvais, parce que voilà, c'était un Zelda sombre, mature, dans une Hyrule beaucoup plus grande qu'à l'accoutumée, et qui promettait vraiment des batailles épiques à dos de cheval, et vous souvenez-vous également de cette forêt mystérieuse qui avait été montrée durant le reveal de cet épisode-là, et qu'on n'a jamais retrouvé par la suite. Et il y avait également ce concept de monde alterné, un peu, voilà, bon, c'était un peu à la Silent Hill, bon, même si à cette époque-là, j'étais trop jeune pour jouer à Silent Hill, mais enfin bref, toujours est-il que, voilà, c'était un Zelda qui promettait beaucoup sur le papier. Et malheureusement, bon, je l'ai pris Day One sur Wii à l'époque. Alors déjà, j'ai fait la grosse connerie de le prendre sur Wii et pas sur NGC, parce qu'à la base, moi, je l'attendais pour NGC, et il s'est avéré que la version NGC était meilleure que la version Wii. Donc voilà, car beaucoup plus jouable avec le pad GameCube, qui te permettait de déplacer librement la caméra, à l'inverse de cette foutue Wiimote où tu devais à chaque fois repositionner la caméra avec B. Enfin, ceux qui ont joué la version Wii comprennent de quoi je parle. Et je me retrouve face à un Zelda qui a non seulement des donjons très peu inspirés à mes yeux, enfin vraiment très peu marquants, et qui en plus se permet de saloper la Hyrule de Ocarina of Time. C'est simple, le village Cocorico de Twilight Princess, je le déteste. Vraiment, je le déteste. Enfin, j'ai trouvé ça tellement fade. Enfin, en gros, j'ai l'impression que Twilight Princess, c'est un peu une espèce de version fade d'Ocarina of Time, qu'on a un peu mouliné à la sauce Lord of the Ring, au fait. Et ça ne marche jamais à mes yeux. Enfin, globalement, il y a de bonnes idées, notamment le fait de montrer le quotidien de Link dans son village avant de devenir le héros qu'on connaît. Ça, c'était plutôt une bonne idée, mais le problème, c'est que cette introduction-là est beaucoup trop longue à mon goût. Enfin, au bout d'un moment, j'étais là, mais attends, mais quand c'est que je peux jouer, quoi? Quand est-ce que... Enfin, il est pour quand le premier donjon, quoi? Enfin, au bout d'un moment, j'en avais marre. Enfin, je sais pas. Donnez-moi mon bouclier, donnez-moi mon épée. Voilà, laissez-moi m'amuser avec le level design du jeu. Et tu dois subir une introduction qui est affreusement longue. Et l'Otherworld aussi, pareil, grosse attente de ma part. Mais putain, mais là aussi, j'étais vraiment tombé de haut. Qu'est-ce que je me suis fait chier dans cet Otherworld parce que, en gros, enfin, moi, je m'attendais à avoir, si vous voulez, la map de base, mais réexplorable entièrement, avec un monde alterné. Que nenni. À la base, vous avez des phases en loup extrêmement chiantes. Et pareil, le gameplay de transformation en loup, je m'imaginais, enfin, ça pouvait ouvrir la voie à plein de possibilités, et malheureusement, Nintendo décide de ne rien en faire. Enfin, ils n'ont rien de mieux à vous proposer que de faire de la cueillette et de ramasser des putains de graines pour avancer, avec une Midona qui est juste insupportable. Enfin, je sais que c'est un personnage qui est beaucoup apprécié des fans, mais moi, je n'ai jamais vraiment pu me la blairer. Enfin, je suis désolé. Bon, à part quand elle reprend forme humaine, à peu près. Mais voilà, et puis même, enfin, globalement, j'ai trouvé... Enfin, là aussi, on nous promettait un nouveau méchant, enfin, et moi, dans ma tête, je me suis dit, cool, ça va enfin changer un peu de Ganondorf. Mais que nenni. Au final, ce méchant, au final, s'avérait être un sbire manipulé par Ganon, et on va affronter Ganon dans ce qui est certainement le pire boss final de toute la saga. Enfin, vraiment, ce boss final m'a fait péter des câbles. Enfin, le combat contre Ganon dans l'église, si je me souviens bien, ou dans
dans le temple de la Triforce, est affreux, et pour moi a été un vrai calvaire. Alors en même temps j'étais plus jeune, donc forcément j'avais moins de skill, mais vraiment, enfin je commençais par en avoir vraiment marre, j'ai échoué un nombre incalculable de fois, et même j'ai trouvé également la fin très décevante, c'est-à-dire je suis arrivé face à cette fin, et je me suis dit, ah ok, tout ça pour ça, d'accord. Bon, au final, vous l'aurez compris, Zelda Twilight Princess, je peux comprendre qu'il ait ses fans. Moi, c'est vraiment le Zelda que j'aime le moins. Et j'aimerais bien le retenter un jour pour voir si mon appréciation changerait, parce que je n'y ai plus joué depuis 2007. Mais voilà, j'en ai pas un très bon souvenir, et je trouve que c'est un épisode extrêmement surcoté à mes yeux. Donc en numéro 6, Castlevania Lord of Shadow, donc sorti sur PS3 6 et développé par le studio espagnol Mercury Steam. Alors c'est un reboot complet qui a été, ma foi, vraiment bien apprécié par la presse et par les joueurs. Enfin, même à ce jour, globalement, on le retient comme l'un des meilleurs épisodes de la saga parmi certains fans. Globalement, voilà, c'est-à-dire même des anciens fans de la première heure des Castlevania qui ont découvert la licence sur NES à l'époque, avec le premier épisode sorti en 86, si je ne m'abuse, enfin bref. À tous les coups, je vais me tromper sur l'année, mais c'est pas grave. Donc voilà, Castlevania Lord of Shadow, donc reboot, un peu à la sauce God of War, vous savez, voilà, enfin un reboot un peu à la sauce beat'em all occidental, avec vite fait, voilà, des mécaniques, enfin, avec un peu de plateforme, vite fait avec des séquences de plateforme, des énigmes de temps à autre. En fait, mon souci avec Castlevania Lord of Shadow, pour la faire courte, c'est que on a mis au panthéon, enfin on considère comme chef-d'œuvre un jeu qui au final se dit être un Castlevania, enfin qui porte le nom Castlevania, mais qui n'en est pas un, qui n'en est clairement pas un, parce que déjà en premier lieu, je n'arrive pas à croire en l'univers de cet épisode. Au fait, on a un univers de Dark Fantasy, de Medieval Fantasy, qui, à mes yeux, ne représente pas du tout l'idée que je me fais d'un jeu Castlevania. Parce que Castlevania, pour moi, c'est avant tout une atmosphère très gothique, baroque également, pourrait-on dire. Et de ce fait, il y a une certaine élégance qui se dégageait, on va dire, des décors et de l'univers de Castlevania. Et mais au final, c'était, on va dire, une approche très japonaise de mythe occidental européen, quoi. De ce fait, Castlevania Lord of Shadow, donc, qui est du coup développé par un studio européen, pour le coup, occidentalise à mort la formule Castlevania, et en repompant des idées à droite à gauche, au fait, des inspirations même artistiques à droite à gauche. Au final, on a plus une espèce d'univers qui ressemble un peu... J'ai plus eu l'impression de jouer à un spin-off d'un jeu Lord of the Ring où on incarne Aragorn, parce que en plus, voilà, Gabriel Belmont, je suis désolé, Gabriel a la gueule d'Aragorn dans Lord of the Ring. Alors, bon, ça changera un petit peu avec Castlevania Lord of Shadow 2, que à l'inverse de beaucoup de gens, je préfère largement au 1, d'ailleurs. Voilà, ça c'est dit. Du coup, on a un héros sans personnalité dans un univers sans personnalité et sans vrai panache. Donc, sur quoi je peux me rattacher? Est-ce qu'au moins le jeu a un bon gameplay de beat'em all? Alors, oui et non, sauf que dans le sens où en réalité, je trouve que globalement, le gameplay manquait un peu, avait pour moi une certaine rigidité. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, j'ai eu beaucoup de mal à jauger les distances, parce que à plusieurs reprises, le jeu va avoir un peu une espèce de vue au-dessus sur des plans fixes. Enfin, il reprend complètement la formule des 3 premiers God of War. Mais à mes yeux, God of War, au fait, avait pour lui l'intelligence de ne pas vous faire subir des phases de plateforme chiantes où vous avez beaucoup de mal à jauger les sauts et à jauger les distances. Voilà, au moins Santa Monica avait compris que le cœur de God of War, c'était ses combats. Enfin, que le cœur d'un beat'em all,
c'est les combats en fait, et le système de combat. Et là, en l'occurrence, dans le Castlevania Lord of Shadow, déjà le système de combat est selon moi pas terrible, pas très technique et pas très intéressant. Et surtout, le jeu a une difficulté extrêmement mal équilibrée. Parce que en mode normal, vous allez avoir des passages qui sont soit que vous allez passer soit les doigts dans le nez, ou soit des combats où vous allez avoir un pic de difficulté extrêmement élevé, comme ça d'un coup sans raison, et vous aurez beau avoir upgradé votre barre de HP et avoir acquéri plus de combos. Globalement, je veux dire, ça a été tendu à plusieurs reprises. J'ai souvent été ric-rac dans plusieurs combats, donc pareil, le jeu est très mal équilibré. Mais surtout, je crois que la plus grande faiblesse de Lord of Shadow, c'est également son scénario, parce que à aucun moment j'ai cru en ce nouveau membre de la famille Belmont, donc Gabriel Belmont. À aucun moment j'ai cru en ce personnage, parce que pour moi il y a un véritable manque de crédibilité. Comme je vous l'ai dit, il y a un côté Lord of the Ring qui est flagrant. Enfin, on nous essaie de... Comment dire de... Celui-ci a une histoire dramatique, poignante, etc. On force un peu la dramaturgie de son histoire, notamment vers la fin du jeu. Mais globalement, moi, ça m'avait laissé plus ou moins indifférent. Et surtout, la raison pour laquelle, à l'époque, on avait sucé Lord of Shadow comme c'est pas permis, c'est notamment à cause de sa fin post-crédit. Tous les gens étaient là, waouh, c'est génial et ouf. Enfin, tous les gens étaient comme des fous, tout le monde se foutait à poil. Mais moi, j'étais là, c'est un peu un twist qui sort de nulle part. On sait pas trop comment on en est arrivé là. Bon, on le saura avec le 2. Mais, enfin bref, hein, vous l'aurez compris, voilà, Castlevania Lord of Shadow, j'ai beaucoup du mal à comprendre l'engouement derrière. Enfin, moi, je trouve que c'est un plutôt bon beat'em all, mais pour moi, ce n'est pas un Castlevania. C'est pas un mot, c'est pas que c'est un mauvais Castlevania, ce n'est pas un Castlevania. Et d'ailleurs, je veux dire qu'il ne trompe pas, le jeu à la base devait s'appeler Lord of Shadow. Et oui, parce qu'à la base, Mercury Steam voulait appeler leur jeu Lord of Shadow. Ils voulaient faire un beat'em all inspiré par God of War, dans un univers de Dark Fantasy. Mais sauf qu'à un moment, Konami, il a toqué à la porte et il a dit les mecs, donc on voudrait faire un nouveau Castlevania, avec une équipe occidentale, parce que c'était la merveilleuse époque où où les éditeurs japonais confiaient leur licence culte à des studios occidentaux qui sortaient d'on ne sait où. Et voilà, et ça a donné ce Castlevania Lord of Shadow qui pour moi n'est pas un Castlevania. Enfin, c'est pas ce que j'attends d'un Castlevania, et je trouve que, et puis même, enfin pour moi, même en termes de beat'em all occidental, ça n'atteint pas, à mon avis, les standards de God of War, et je dirais même que j'ai préféré le reboot de DMC par Ninja Theory, c'est vous dire. Et donc, en numéro 5, alors là, on va attaquer dans l'art. Si jusqu'à présent, j'ai été plutôt sympathique, devrais-je dire, avec les 3 précédents jeux, là, on va commencer par entrer dans les jeux qui m'ont mieux ennuyé, ou qui m'ont pire vraiment énervé, au fait. Donc voilà, et là, je sais que ça va gueuler, parce que voilà, je vais parler d'un JRPG qui est considéré comme mythique par pas mal de RPGistes, enfin tout du moins les RPGistes vraiment avertis, qui ne se contentent pas que des sagas mainstream du genre JRPG et qui vont chercher un peu à côté. Voilà, Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Voilà. Dans son nom occidental, Shin Megami Tensei 3 Lucifer's Call. Donc voilà, donc sorti sur PS2 à l'époque en 2005, et qui d'ailleurs se vendait principalement sur la présence de Dante dans le casting en tant qu'antagoniste et en tant que familier à éventuellement intégrer à votre équipe. Et d'ailleurs, spoiler, la raison pour laquelle on le trouve dans cet univers est complètement bidon. Voilà, donc ça c'est dit. Alors, Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Alors, par où commencer? Parce que c'est vraiment un jeu pour lequel j'ai une relation très particulière. Donc je l'avais commencé à l'époque donc sur la version Lucifer's Call sur PS2, et je n'avais pas pu finir parce que j'avais buté sur un boss que j'appelle la corrida. Les fans de SMT3 sauront de quel boss je parle, et depuis j'avais pas vraiment voulu retenter l'expérience. Et c'est après moult recommandations de la part de Larry de la chaîne Kaiko, anciennement chaîne GameCheck sur Dailymotion. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui
Pour ceux qui débarquent, je vous conseille vivement d'aller checker la chaîne Kaiko, parce que c'est une chaîne avec très peu de viewers, avec très peu d'abonnés, mais qui selon moi vaut vraiment le coup d'œil dans cet océan de chaînes JV avec de l'information complètement putaclic. Voilà, on a l'œuvre d'un passionné qui fait super bien son taf et qui de surcroît stream régulièrement, enfin régulièrement. Voilà, enfin, non, pas vraiment, mais c'est plutôt 2 fois par semaine, mais qui propose également des streams de qualité sur Twitch, donc je vous invite vivement à les regarder, enfin bref. Et donc, pour en revenir au sujet initial, c'est donc suite à de multiples recommandations du monsieur que j'avais décidé, via l'HD Remaster sorti l'année dernière, d'enfin me lancer dans cet épisode et dans la saga Shin Megami Tensei, ne connaissant alors jusque-là cette saga que par le biais de Persona 4 et 5. Donc voilà, donc j'ai décidé de retenter ma chance, et vraiment, ça ne matche pas, enfin, ça fait partie de ces jeux où vraiment ça ne clique pas. Je veux dire qu'il y a... j'ai envie de l'aimer, mais cet amour n'est pas véritablement réciproque. Parce que SMT3, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout donc un RPG en tour par tour, avec une atmosphère je veux dire de monde post-apocalyptique. J'entrerai pas plus dans les détails. À l'atmosphère très froide, comment dire, très froide et au décor très épuré, avec un scénario cryptique comme c'est pas permis, donc incluant de nombreux questionnements philosophiques sur l'ordre, la raison, etc. Donc voilà, donc très très spé déjà comme délire, mais bon. Soit dit en passant, je me suis dit, peut-être qu'en m'investissant et en me plongeant vraiment dedans, j'arriverai à apprécier le bail, quoi. Et au pire, j'aurai au moins un RPG qui propose quelque chose d'intéressant ludiquement. Et ludiquement, SMT3, ça serait vous mentir si je vous disais que ce n'était pas à la hauteur. Au contraire, le gameplay de SMT3 est hyper bien pensé, avec ce système de Magatama qui fait que du coup ça change les stats de votre perso et vous avez des affinités élémentaires ou pas, et avec des combats véritablement stratégiques, notamment les combats de boss, où il va falloir réfléchir au fait aux buffs et aux debuffs aux buffs que vous devez infliger à vos personnages, et aux debuffs que vous devez infliger à l'ennemi afin de gagner des tours supplémentaires. Donc il y a une vraie dimension stratégique qui selon moi est vraiment réussie, et qui est selon moi le principal intérêt de SMT3, et ce qui fait que malgré tout j'ai continué jusqu'à un certain stade, parce que oui, SMT3 je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini, encore une fois, à nouveau, parce que hormis son gameplay, moi je vais entrer directement dans l'art. SMT3, à mes yeux, enfin je veux dire, je trouve que tout le reste n'a pas su me plaire et est pour moi terriblement surestimé. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, on a un scénario avec des notions philosophiques, etc., qui vous interrogent sur les nuances entre le bien et le mal, entre l'ordre et la raison, et sur et sur le devenir de l'humanité, même si c'est pas vraiment, je veux dire, le sujet principal, mais on va dire c'est l'un des sujets qui sera abordé. Le souci, c'est que malheureusement, dans les faits, moi j'ai eu un scénario que j'ai trouvé globalement très plat, très cryptique pour pas grand chose au final, et qui surtout avançait extrêmement lentement. C'est-à-dire, au fait, il a fallu attendre quand même plus de 50 heures de jeu avant que le jeu me mette véritablement face à un dilemme important, en fait. Face à un choix qui est important et qui détermine la suite de l'histoire. Il a fallu que j'attende 50 putains d'heures. Et avant cela, je me suis tapé des environnements très ternes, très impersonnels même, je dirais, avec des personnages secondaires pour lesquels je n'ai pas eu vraiment attachement. Honnêtement, enfin comment dire, à chaque fois que, enfin c'est simple, à chaque fois que j'entre dans un village ou dans un donjon dans SMT3, j'ai un peu l'impression d'être face, si vous voulez, à une espèce de prototype en fait. Enfin,
je sais que cet aspect éthéré est voulu, et c'est un peu ce que me rétorqueront la plupart des fans de SMT3, qui me diront que je n'ai rien compris, etc. Parce que c'est une constante quand même chez les fans de SMT3. Quand je leur dis que SMT3, je me suis fait chier et que j'aime pas, voilà, parce que je tiens à vous préciser que j'ai le droit de pas aimer, hein, voilà, il y a ça aussi. J'ai le droit de pas aimer une œuvre, et à chaque fois que je sors mes arguments, la plupart des fans de SMT3 me rétorquent ouais mais t'as rien compris, machin, ouais non mais t'es qu'un casu du RPG, c'est pas un jeu pour toi, non mais, ou alors aussi j'ai l'autre type de réaction qui est non mais laisse, c'est pas grave, SMT3 ce n'est pas un jeu pour tous les types de joueurs, c'est un jeu réservé à une certaine frange de joueurs, donc voilà, un raisonnement qui est complètement élitiste et qui moi me donne vraiment pas envie de découvrir le reste de la saga. Enfin, vraiment, la fanbase Shin Megami Tensei, du peu avec qui j'ai pu, comment dire, avec qui j'ai pu discuter, et dont j'ai pu lire les différents avis ici et là, les différentes takes, on va dire, c'est quand même, je pense, l'une des fanbases les plus élitistes et les plus gatekeeping de l'industrie. Je suis désolé, parce que quand tu vois que les mecs, que quand tu vois que quand un mec voilà, qui découvre la licence avec Persona 5 et bon, qui a fait tous les Persona par la suite, quand un mec dit que Persona 5 est son Persona préféré, voilà, t'as la fanbase ultra gatekeeping de SMT qui va bondir sur le mec et lui dire non mais t'as rien compris, si Persona 5 c'est ton préféré, vraiment t'as rien compris. Donc voilà, et je parle même pas de ceux qui osent dire que Shin Megami Tensei 5 est leur préféré dans la saga Shin Megami Tensei. Parce que Shin Megami Tensei 5, du peu des avis que j'en ai lu, il se fait démonter par les fans. Hein. Et d'ailleurs, même Larry en a été, enfin le mec dont je vous parlais, le youtubeur que je suis, a été très déçu de ce jeu. Donc, et justement, parce qu'il a déçu les fans, j'ai justement envie de le faire en fait. Parce que, comme j'ai pas aimé l'épisode qui est le plus apprécié par les fans et qui est considéré comme un classique légendaire du genre, ben, je me dis, à tous les coups, je ne peux que apprécier l'épisode qui n'est pas aimé par les fans. Donc voilà, parce que vu le niveau de la fanbase, je serais pas étonné. Donc voilà, donc Shin Megami Tensei 3 Nocturne, chez moi, enfin voilà, ça a pas marché chez moi. Je peux comprendre l'attrait de certains pour ce jeu, encore une fois, mais vraiment, je crois que je me suis rarement autant fait chier dans un jeu vidéo. Donc ensuite, le numéro 4, et là aussi, ça va gueuler, je le sens, ça va gueuler, parce que c'est un jeu qui est plutôt récent, on va dire, dans l'actualité, quoique, voilà, ça fait quand même quelques mois qu'il est sorti, mais voilà, c'est un jeu sorti cette année, donc sur les plateformes actuelles. Donc je vais donc, bien sûr, parler de Elden Ring. Et oui, Elden Ring, le dernier, From Software, donc fortement attendu, et fortement apprécié, que dis-je, unanimement applaudi, à la fois par la presse et à la fois par les joueurs. Applaudi tel l'apogée de la formule Soulsborne, de ce qu'ont mis en place Hidetaka Miyazaki et From Software depuis Demon's Souls en 2009. Enfin, c'est vraiment un jeu qui, aux yeux du public, représente l'aboutissement de la formule Soulsborne. Alors moi, faudra m'expliquer parce que comment dire, je pense qu'on n'a pas joué au même jeu. Voilà, clairement, je pense qu'on n'a pas joué au même jeu parce que Elden Ring, à mes yeux, déjà, qu'est-ce que c'est Elden Ring, pour moi, c'est avant tout un monde ouvert gigantesque, donc du coup cette entre-terre qu'on nous dont les critiques n'ont sans cesse de vanter les mérites, en disant, voilà, dont les fanboys n'ont pas arrêté de dire que c'était le Messie qui allait nous sauver, soi-disant, de la raka ubisoftienne ou je sais pas quoi. Enfin, on a un peu érigé Elden Ring comme un nouveau standard de jeu en monde ouvert. Ok. D'accord, moi je veux bien, enfin moi je trouvais que la promesse d'un Soulsborne en monde ouvert était plutôt intéressante et pouvait donner lieu à de très bonnes choses, car je suis moi-même un grand fan de ces jeux-là, même s'il y a des épisodes que j'apprécie plus ou moins que d'autres, mon préféré étant Bloodborne. Donc voilà, donc il y avait déjà une promesse grande derrière Elden Ring, et on va dire
et qui était fortement alléchante. Sauf que le problème, c'est que c'est bien beau de vouloir faire un Soulsborne à l'exploration plus organique et de vouloir faire un immense monde ouvert. Et si je reconnais qu'il y a effectivement, oui, beaucoup de variétés dans les environnements, je trouve quand même qu'on est dans un quadrillage qui, selon moi, est justement très proche des jeux Ubisoft. Enfin, ça valait bien la peine de se faire chier à faire un monde ouvert aussi immense, si c'est pour faire du remplissage à foison, pour nous refourguer encore des putains de forts et de camps avec des mobs à n'en pas finir, avec toujours, vous savez, ce choix très binaire de soit bourriner, soit jouer infiltration. Voilà, une espèce de choix binaire qui commence un petit peu par me saouler dans le jeu vidéo moderne. Voilà, qu'en tout cas, que j'ai encore de plus en plus de mal à tolérer. Voilà, et donc Elden Ring déjà tombe dans ce travers-là, parce que je veux dire, quand vous entrez dans une zone, vous savez déjà obligatoirement que vous allez avoir des catacombes par-ci, des camps par-là, éventuellement, voilà, et puis aussi, parlons-en de ces catacombes, voilà, de ces espèces de mini-donjons, des espèces de mini-donjons, de pseudo-donjons calices de Bloodborne, en version Wish, qui sont dupliqués je crois par cinquantaines sur la map, et qui ont au final assez peu d'intérêt, parce que les énigmes déjà sont à mes yeux pas très intéressantes, le level design est très oubliable, vous allez affronter des mobs random pour finir sur un boss qui l'est tout autant. Et c'est ça aussi un peu l'un des soucis d'Elden Ring, c'est que pourquoi à mes yeux ce n'est pas un aboutissement, ce n'est pas un absolu à atteindre, parce que à mes yeux, je veux dire, selon moi c'est même une régression par rapport aux épisodes précédents sur certains aspects. Déjà, l'interface est bizarrement moins intuitive que dans les précédents épisodes, déjà en premier lieu. Et puis surtout, les boss fights, qui auparavant étaient des moments intenses de stimulation et d'excitation, je veux dire, sont tellement répétés. Il y a tellement de boss OSEF, de boss, de sous-boss OSEF dans Elden Ring, qu'au bout d'un moment, vous faites une indigestion, et le boss fight finit par devenir une vraie routine, si je puis dire. Et c'est vraiment dommage, parce que là, pour le coup, Elden Ring, au fait, s'apporte son potentiel à de nombreuses reprises. Et puis surtout, également, il y a aussi l'équilibrage de la difficulté qui est complètement bizarre, parce que déjà, Elden Ring, au fait, comme il veut un peu tout bouffer à tous les râteliers dans son gameplay, c'est-à-dire, en gros, on va vous foutre le gameplay de Dark Souls 3, clairement, on va le mélanger avec celui de Sekiro. Voilà, on va faire un peu du Dark Souls 3 plus dynamique, mais avec des combats de boss qui, vers la fin, sont des combats de Sekiro. Donc, qui vont vraiment vous demander, avec des boss très vifs et qui font très mal. Sauf que le souci, c'est que, avec la rigidité de Dark Souls, ces boss deviennent une vraie tannée si vous ne jouez pas magie, si vous ne jouez pas avec des incantations, si vous ne jouez pas avec des sortilèges, ou avec des invocations. Vous savez, cette nouvelle feature là que Elden Ring introduit, qui vous permet de faire ding-ding sur une clochette, pour invoquer des mobs, des esprits qui viennent vous aider. Déjà, pour la plupart des joueurs qui se plaignent de oui, mais il faudrait des jeux faciles des modes faciles pour ces jeux, ben tiens, tu l'as ton mode facile avec ces invocations, parce que honnêtement, et puis même, je trouve qu'aussi là aussi c'est un potentiel sous-exploité, parce que tu aurais pu faire un vrai gameplay avec ça, et au final ce sont juste de la chair à canon qui fonce vers l'ennemi comme des gogoles, histoire de l'occuper et de te permettre de bourriner. Donc voilà, déjà c'est un peu une espèce de coop offline au fait, et c'est vraiment dommage parce que j'en attendais un peu plus que ça. Mais de toute façon, Elden Ring m'a déçu sur tellement d'aspects que je pense que je me prendrai beaucoup trop de temps pour dire en quoi il m'a déçu. Mais en fait, c'est vraiment un ensemble en réalité. C'est que je trouve que Elden Ring, au fait, le fait qu'il veuille toucher à tous les râteliers, et fait que du coup qui prend un peu de Dark Souls, qui prend un peu de Bloodborne dans certains environnements, qui prend un peu de Sekiro, et qui, je veux dire, s'enferme dans un conformisme qui est inhérent, je veux dire, au jeu utilisant le game design du monde ouvert, fait que pour moi, il ne peut pas être le chef-d'œuvre qu'on me vend en fait. Enfin,
c'est plus ou moins un RPG sympathique, d'accord, mais à mes yeux, je pense que c'est peut-être le Soulsborne le moins abouti, et c'est celui que je ne referai jamais. Parce que aussi Elden Ring, voilà, il y a également un gros problème, c'est que le jeu est beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Là aussi, je pense que le jeu s'aborde son potentiel avec autant de remplissage et avec une durée de vie aussi longue, parce que tu m'aurais fait une map, on va dire, avec un quart en moins, je veux dire réduite d'environ 20-30%, ça aurait tout changé au fait. Parce que du coup, clairement, enfin, je veux dire, je suis désolé, les zones vers la fin du jeu, typiquement, ça a été un véritable enfer à parcourir. Je veux dire, voilà, la cime des géants, la montagne des géants, au secours. Là, on était vraiment quand même dans le niveau zéro, je veux dire, à la fois du level design, mais aussi de l'inventivité artistique. Donc voilà, et en plus, ça n'est pas par des combats de boss qui, pour moi, sont complètement lamentables. Et donc voilà, en fait, c'est un ensemble de choses qui fait que Elden Ring, à mes yeux, n'a pas fonctionné sur moi et est une amère déception, en fait. Et en fait, voilà, Elden Ring, qu'est-ce que c'est si ce n'est un gigatacos où au fait, on vous a mis, on a mis 4 viandes à l'intérieur, on l'a bourré de sauce fromagère, de frites et ça. Vraiment, on vous a un peu gratiné par-dessus avec du fromage. Vous savez maintenant ce qu'ils font, les tacos gratinés. C'est absolument indigeste. Ben, Elden Ring, pour moi, c'est ça. Au fait, c'est un menu tellement généreux et bourratif qui finit par te provoquer l'indigestion, en fait. Et c'est con parce que au début, voilà, tu croques une bouchée dedans, tu te dis c'est bon, c'est plutôt bon, ouais, c'est plutôt pas mal, tu vois. Et au fur et à mesure, t'en peux plus, quoi. C'est indigeste, quoi. C'est vraiment, en fait, From Software avec Elden Ring. En fait, si tu veux, c'est, enfin moi, je suis nourri, je suis plein au bout d'un moment. Je suis là, ouais, c'est bon, voilà, j'ai bien mangé, c'est bon, mais là c'est bon, j'en veux plus. Et il te dit, non, non, mais vas-y, il te dit, non, mais vas-y, ça fait plaisir, allez, encore une bouchée, allez, s'il te plaît, non, mais tu reprendrais bien une petite bouchée, puisque tu aimes tant ce plat, allez, s'il te plaît. Et voilà, et au bout d'un moment, bah, tu finis par gerber ton repas le lendemain. Et c'est un peu l'effet que me fait Elden Ring, c'est-à-dire c'est vraiment un plat indigeste. Et si From Software, parce qu'il y a des rumeurs, hein, beaucoup de gens en tout cas, pensent que From Software devrait continuer dans cette direction-là. Et je vous le dis, si From Software veut continuer avec cette licence et nous pondre dans Elden Ring 2 avec les mêmes défauts, moi je vais complètement me désolidariser de ce studio. Parce que pour moi, c'est juste pas possible. Enfin, ils vont tomber si même From Software tombe dans une forme d'Ubisoftisation. Voilà, ça va me casser les couilles. Clairement. Et je risque clairement de me désolidariser d'eux. Donc non, en conclusion, Elden Ring, bon, c'est pour moi, je pense que c'est clairement surcoté. Clairement surcoté à tous les niveaux. Voilà, mais je veux dire, prenez n'importe quel autre Soulsborne, je veux dire, il termine Elden Ring à tous les niveaux. Même Dark Souls 2. Même Dark Souls 2 et ses boss merdiques, je pense que rétrospectivement, j'ai eu plus de fun sur cet épisode-là. Et tout le monde dit oui, Elden Ring c'est le meilleur épisode pour commencer. Alors déjà, au vu de sa difficulté très mal équilibrée, pas du tout. Mais tu vois, un néophyte qui voudrait découvrir les Soulsborne et les jeux Miyazaki, je le conseillerais net pour plus de se tourner, je ne sais pas, vers DS1, vers Demon ou vers Bloodborne, que vers Elden Ring. Hein. Voilà, je vais pas épiloguer plus longtemps, je pense que j'ai déjà passé assez de temps sur Elden Ring, et il reste encore 3 jeux, et là je vais avoir des choses à dire. Mais voilà, c'est... Elden Ring, voilà, déception, et j'ai vraiment l'impression d'être le seul à ce niveau-là, parce que j'ai un peu l'impression voilà, d'être le seul connard qui vient gâcher la fête, fête que je trouve un peu surcotée. En numéro 3, GTA 4, Grand Theft Auto 4. Alors, j'aurais pu mettre le 5, car je trouve qu'il est beaucoup trop médiatisé à mon goût, et que je n'aime pas du tout la manie qu'a Rockstar de vouloir nous le recycler sur 2 générations entières avec un putain de mode online, je veux dire, comportant je ne sais combien de microtransactions dégueulasses, parce que pour moi, les microtransactions, je vous le dis direct, pour moi, c'est un cancer, c'est quelque chose d'absolument dégueulasse, qui ne devrait pas exister dans le jeu vidéo. Et surtout sur des jeux que tu paies au prix fort. Enfin bref, je m'égare. Donc du coup, je n'ai pas parlé de GTA 5 tout simplement parce que je n'y ai pas joué, tout simplement. Et moi, j'ai pour principe de ne pas critiquer des œuvres
auxquelles je n'ai pas joué, ou je n'ai pas vu, ou je n'ai pas écouté. Voilà, je n'ai pas critiqué des œuvres que je n'ai pas expérimentées par moi-même. Donc ceci étant dit, passons du coup à GTA 4. Alors le souci de GTA 4, c'est que en soi, je trouve pas que ça soit un mauvais jeu, encore une fois. Enfin, typiquement, tous les jeux dont je vous parle dans cette liste sont pas des mauvais jeux objectivement. C'est plus des jeux que je n'aime pas ou auxquels je n'ai pas accroché. C'est pas des jeux qui, on va dire, sont catastrophiques ou qui seraient mal finis ou quoi, ou qui ludiquement seraient médiocres. C'est pas du tout le cas. C'est même des jeux plutôt bons plutôt bons, on va dire. Mais GTA 4, faut savoir que à sa sortie en 2008, alors certes, il y a aussi des gens qui n'ont pas trop accroché comme moi, mais Remember, en 2008, le succès du jeu était gigantesque. En fait, pour moi, GTA 4, c'était un petit peu le début de la fin pour la saga GTA. Parce que jusqu'à présent, la licence GTA, avant cet épisode-là, pour moi, il n'y a pas photo. Elle faisait partie des grandes licences du jeu vidéo. Et clairement, GTA 3 a été un game changer en 2001, parce que je l'ai connu à l'époque. Donc voilà, on sera tous... Enfin, ça, c'est un fait, c'est pas mon avis. GTA 3 a été un game changer. Ça a été un peu le premier jeu véritablement en monde ouvert, tel qu'on le définit aujourd'hui. Il a posé les bases de tout un type de game design, et à l'époque, voilà, ça a été un nouveau standard d'immersion. Ça, on ne pourra pas lui enlever. Et donc ça s'est suivi par la suite par deux autres classiques, GTA Vice City et GTA San Andreas, qui ont encore plus dépassé les limites du monde ouvert. Et GTA San Andreas, preuve du succès immense et justifié à mes yeux qu'il avait à cette époque-là, c'est que, voilà, c'est-à-dire, même 2-3 ans après, c'est-à-dire durant la gêne PS3.6, je connaissais encore des mecs qui étaient sur la bonne vieille PS2 et qui y jouaient, les gars. Je vous le dis, enfin voilà, jusqu'à présent, GTA... voilà, je ne pouvais difficilement contester le succès, je pouvais difficilement, on va dire, contester la légitimité du succès qu'avait cette licence. Je trouvais que que son succès était amplement mérité pour tout ce qu'elle a apporté aux jeux vidéo. Cela dit, dès GTA 4, déjà, j'ai senti une cassure. Parce que, à mes yeux, GTA 4, bien qu'à l'époque, on le vantait surtout pour ses graphismes, parce que je vous rappelle qu'à partir de la gêne PS3.6, j'ai l'impression que maintenant, la plupart des gens jugent les jeux sur leur graphisme, en fait. Jugent le contenant et pas le contenu. Ce qui fait que du coup, effectivement, GTA 4 était très beau pour l'époque. Ça oui, en 2008, c'était une claque graphique. Ça, on va pas se mentir. Ça a été l'un, on va dire, des premiers gros blockbusters multiplateformes majeurs durant la gêne PS3.6, qui a vraiment marqué un cap avec la génération précédente. Ça, on pourra pas lui enlever. Le souci, c'est que, à mes yeux, GTA 4, sur tout le reste, est une régression, ne serait-ce que par rapport à San Andreas. Donc certes, il a un scénario qui est plutôt bon, d'ailleurs, qui est beaucoup plus sombre que les précédents, et qui, c'est pas forcément pour me déplaire, qui traite notamment de l'immigration avec un regard très juste, et les problématiques qui vont avec. Donc c'est un scénario en partie inspiré d'un film russe, donc le film Brat, qui signifie brother, frère en russe, qui a été un film donc, du coup, qui a été majeur dans l'histoire du cinéma russe dans les années 90, et qui décrivait un peu le quotidien, on va dire, d'un jeune voyou durant la Russie post-soviétique. Donc voilà, il y avait un réalisme au fait dans ce film qui avait vraiment marqué le public russe à l'époque, mais c'est un film qui n'est pas très connu en dehors du pays, quoi. J'aimerais bien le voir d'ailleurs. Mais là n'est pas la question. Toujours est-il que justement, GTA 4, son principale qualité, ce serait effectivement son scénario qui, en plus, je trouvais montrer une violence qui était pour l'époque très réaliste, je trouvais. Et donc voilà, ça, c'est un point sur lequel on ne pourra pas critiquer GTA 4, c'est sur son écriture. Et en fait, c'est avec toujours ce côté satirique qui est vraiment, satirique des États-Unis, qui est typique à la saga. Le problème, c'est que derrière, moi, je me suis fait chier. Enfin, vraiment, je me suis emmerdé sur cet épisode. Et tant déjà, le gameplay des gunfights, selon moi, faisait l'exploit d'être encore moins précis et encore moins fun que celui de GTA San Andreas, ce qui est quand même un comble. Et la conduite également était à mes yeux catastrophique. Déjà à l'époque, je trouvais que l'inertie était... Enfin, la prise en main et l'inertie étaient
complètement affreuse. Enfin, c'est un petit peu du niveau de la conduite de Cyberpunk 2077. Je crois même que c'est même encore pire, je trouve. Enfin voilà, t'avais vraiment l'impression de contrôler une savonnette, quoi, et c'était très pénible. Ce qui fait que du coup, l'exploration déjà dans le monde ouvert, dans la ville de Liberty City, n'était pas très agréable. Et puis en plus, j'ai pas du tout aimé cette représentation de la ville de Liberty City, qui est très grisâtre, très fade, même limite un peu déprimante en fait. Enfin, je veux dire, moi à l'époque, quand je faisais GTA 4, j'étais pas. Je kiffais pas ma vie quoi. Alors peut-être que c'était voulu par Rockstar à l'époque, mais je n'arrivais pas à être vraiment passionné ou immergé dans cette Liberty City. Et ouais, ben à force de voir des décors grisâtres, puisque oui, ça aussi c'était une époque dans le jeu vidéo où il y avait beaucoup de jeux qui optaient pour des teintes de couleurs grises, noires, blanches. Enfin voilà, il y avait une uniformité visuelle que j'aimais pas du tout d'ailleurs à cette époque-là. Et GTA 4 en fait les frais. Et puis même globalement, voilà, j'ai trouvé que l'émission n'était pas spécialement intéressante et que l'humour même, justement, dans un scénario qui était plus sérieux et plus premier degré, euh, était un peu malvenu, je trouvais, et un peu débile. Enfin, il y avait l'espèce de bouffonnerie qui était jubilatoire dans les précédents, et ici un peu lourdingue dans GTA 4. Apparemment dans le 5, c'est encore pire de ce que j'ai entendu, donc vous pouvez être sûr que je le ferai jamais. Et voilà, et même en dehors de ça, Nico Bellic, enfin, à titre personnel, je trouve pas que ça soit un héros particulièrement charismatique. Et moi, ce qui me fait chier, c'est que bon, c'est quand même un type qui subit beaucoup, qui n'a pas vraiment de libre arbitre, qui fait gentiment tout ce qu'on lui demande de faire et qui n'a pas vraiment de caractère. Au fait, c'est alors peut-être là aussi que c'était une volonté de Rockstar d'en faire un type plutôt plus random, on va dire, plus proche de nous. Mais je sais pas, quand même, enfin, c'est censé être un criminel, quand même censé être un voyou qui, va dire, qui se saille les mains pour s'en sortir dans une Amérique qui ne veut pas de lui. Euh, donc voilà, avec un propos aussi dur et avec une vie aussi dure, tu t'attends quand même à un personnage un peu plus, qui prend plus d'initiative et qui est un peu plus dur, un peu plus badass, quoi. Et c'est pas du tout le cas de Nico Bellic. Et voilà, quand déjà dans un GTA, je n'arrive pas à m'attacher au personnage principal, c'est qu'il y a un petit souci. Donc voilà. GTA 4, je crois que c'est peut-être un GTA voilà, qui a un peu représenté mon breaking point avec la saga. Et depuis, j'ai jamais voulu tester, j'ai jamais voulu tester un épisode qui est sorti après. Quoi. En même temps, tu me diras, il n'y en a pas eu beaucoup. Et donc, en numéro 2, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Oh là 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 là. Alors là, on va attaquer un gros dossard. Là, vraiment, on attaque un gros millésime. Là, on attaque une déception qui m'est très personnelle. Metal Gear Solid 5. Alors, par où commencer? Faut savoir qu'en 2015, à l'heure de sortie en septembre 2015, Metal Gear Solid 5, alors vous ne s'en souvenez plus, on s'en souvient plus, mais moi, j'ai pas oublié, avait beaucoup déçu les fans de MGS. À part ceux qui étaient encore dans le déni, si je puis dire, dans le déni de leur déception, c'était un épisode qui a été décevant sur beaucoup de points. Pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas fini en fait. Voilà, en fait c'est un peu... là, je pourrais parler de MGS5 pendant des heures, mais je crois que la phrase qui résume le mieux ma déception de MGS5, c'est que c'est un jeu incomplet. Enfin, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Déjà, il faut se remettre dans le contexte. MGS5, pareil, à l'inverse, enfin, je vous ai dit par le passé que j'attendais énormément Twilight Princess, ce n'était rien par rapport à la hype que j'avais pour Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain à l'époque. Car la saga Metal Gear Solid représente beaucoup pour moi. C'est l'une de mes licences favorites du jeu vidéo. Et c'est un petit peu, si vous voulez, la licence, enfin en tout cas la saga artistique qui m'a donné envie de m'intéresser à la géopolitique. Donc, rien que pour ça, on parle quand même d'une œuvre majeure de mon parcours vidéoludique. Et je l'ai découvert à l'époque sur PC avec avec MGS1. Oui, j'ai découvert MGS1 sur PC, figurez-vous, et pas sur PS5, contrairement à la plupart des joueurs. Donc voilà, et de fil en aiguille, ça a été vraiment... donc j'ai découvert par la suite, donc du coup, MGS2
et 3, MGS 2, 3, 4, très sur le tard. Enfin, je les ai découverts, je crois, en 2012, quelque chose comme ça, 2011-2012, avec la sortie des HD Remaster. Donc voilà, j'ai découvert vraiment la suite de la licence très sur le tard, et Peace Walker également. Je l'ai pas fait pour Portable Ops d'ailleurs. Et donc, en fait, déjà MGS1 pour moi a été un jeu culte dans ma vie de joueur. Ça a été un jeu, c'était vraiment une révolution à l'époque, dans le sens où c'était un peu le premier jeu cinématographique et mature, on va dire, que je voyais à l'époque et que je jouais. Parce que j'ai découvert MGS1 peut-être beaucoup trop tôt, d'ailleurs, j'ai découvert à l'âge de 6 ans, enfin bref. Et ensuite, j'ai découvert le reste de la saga via Screenmaster. Et je crois que j'ai pris peut-être la plus grande claque de ma vie. Enfin, en termes de jeux vidéo, avec les jeux Yoko Taro. Voilà, et évidemment. Voilà, je crois que j'ai pris peut-être l'une des plus grandes claques scénaristiques de ma vie, en fait. Et pour moi, Metal Gear Solid, faut savoir quelque chose, c'est que pour moi, c'était pas seulement un gameplay d'action infiltration aux petits oignons, c'est aussi un scénario. C'est aussi un lore qui est étalé sur plus de 60 ans d'histoire, même plus, je crois, 80 ans d'histoire, si je dis pas de bêtises, avec des personnages mythiques et donc à la psychologie, à l'écriture extrêmement travaillée, et surtout un lore qui est cohérent. Voilà, qui est cohérent de bout en bout. Alors, effectivement, je veux dire, il y a des épisodes qui ont amené parfois plus de questions que de réponses. Je pense notamment à MGS4 qui, si il a répondu à pas mal d'interrogations, en a aussi soulevé de nouvelles. Donc voilà, on peut pas dire non plus que tout soit parfait dans la saga, mais peu importe. Toujours est-il que chaque épisode, je veux dire, a eu un scénario qui se montrait suffisamment captivant et cohérent avec le reste de sa saga. Donc, et c'est là qu'arrive MGS5 The Phantom Pain, qui devait au fait servir un peu, qui devait être un peu le chaînon manquant de la saga, et expliquer en quoi au fait Big Boss, donc l'un des plus grands soldats voilà, des États-Unis, a fini par devenir le terroriste qui a fondé les Patriotes. Je veux dire dans MGS2. Enfin, comment celui-ci est devenu terroriste et a formé donc du coup Foxhound. Donc voilà, en fait, c'est un épisode qui devait répondre à énormément d'interrogations sur la timeline et sur le lore, et qui en plus avait un contexte géopolitique qui, bon, du coup, qui, comme pour les autres épisodes, s'inspire de notre histoire. Donc la guerre froide, du coup. Donc la guerre vraiment entre le bloc américain et le bloc soviétique, occidental, oriental. Et donc de ce fait, en plus, le teasing également, enfin tout le teasing qu'il y avait autour de cet épisode a participé à la hype. Parce qu'on nous promettait un épisode déjà très différent de ce qui a été fait par le passé, mais aussi l'épisode le plus dense et le plus ambitieux qu'a jamais eu la saga. Et donc c'est avec toutes ces attentes en tête que je démarre MGS5, ces attentes qui étaient légitimes d'ailleurs, parce que MGS5 aurait dû atteindre ce standard de qualité et aurait dû être le meilleur épisode de la saga. C'est avec toutes ces attentes en tête que voilà, je commence MGS5. Et donc du coup, il faut savoir qu'MGS5 est séparé en deux actes. Alors ceux qui ont fait le jeu comprendront. De toute façon, cette vidéo s'adresse aux gens qui ont fait les jeux en question, en priorité. Et donc voilà, donc l'acte 1, je me suis dit... Voilà, déjà, je voyais quelques limites, notamment voilà, les missions secondaires qui n'étaient pas spécialement palpitantes, le monde ouvert pas vraiment exploité, le level design des camps qui était inférieur à celui de Ground Zeroes, donc la préquelle sortie un an avant. Déjà, voilà, je sentais que ça commençait par sentir pas très bon, mais je trouvais que, globalement, ça tenait plutôt bien la route, le scénario réussissait à m'emporter. On va dire que si je ne me fie qu'à l'acte 1, MGS5 est au fait un peu l'équivalent de MGS4, c'est-à-dire un chef-d'œuvre imparfait. Malheureusement, il y a eu l'acte 2. Voilà, il y a eu l'acte 2, et là, au fait, c'est-à-dire vous prenez tout ce qui était bien dans l'acte 1, et en gros, c'est là où le jeu, en fait, tombe par terre, au fait. C'est un peu, en fait, cet acte 2 a mis la saga, en tout cas, a mis, pas la saga, mais je dirais, a mis MGS5 à terre, au fait. C'est parce que le jeu va avoir le culot de vous demander de refaire des missions faites auparavant, en mode hard,
et va vous demander d'obtenir le rang S dans ces missions-là pour déverrouiller la fin. Et pendant ce temps-là, le scénario n'avance quasiment pas. Ok, d'accord. Sauf que le souci, c'est que déjà, la fin, si on peut dire que c'est une fin, parce que pour moi, c'est pas une fin, hein, voilà, c'est une tentative de finir un jeu, on va dire, qui vous fait revivre le prologue, l'introduction. Voilà, c'est ça la fin en fait. On vous fait revivre l'introduction, sauf qu'il y a un petit twist final à la fin qui est d'une nullité absolue. Je crois que c'est l'un des pires twists finales que j'ai vu dans une œuvre artistique de ma vie, hein, tout simplement, et qui était grillable à des kilomètres, et voilà, et le jeu vous laisse sur ça, et il y a beaucoup... Et au fait, enfin, globalement, je suis arrivé à la fin d'un MGS5 et je me suis dit, mais j'ai rien appris en fait. Enfin, voilà, on m'a rien raconté, j'ai rien appris, j'ai rien retenu. Enfin, je veux dire, il y a plein d'arcs scénaristiques qui sont inachevés, qui sont condamnés à rester inachevés. Il y a des missions qui manquent. On sent des cuts, des coupures dans le développement à tous les niveaux. Le grand méchant de cet épisode, Skullface, qu'on nous avait introduit superbement via Grand Heroes et les trailers, c'est un pétard mouillé, mais comme j'en ai jamais vu. Et d'ailleurs, il finit d'une manière complètement ridicule. Voilà, enfin, je veux dire, je suis arrivé à la fin d'MGS5, et à la fin, entre guillemets, hein, voilà, avec un petit F, si on peut dire ça comme ça. Et au fait, j'ai tellement été scandalisé par ce à quoi j'ai joué, que j'ai essayé de terminer le jeu à 100%. Pour voir si j'avais pas loupé un truc, parce que je me suis dit, c'est pas possible, j'ai loupé quelque chose. Voilà, il y a des... je veux dire, il y a des missions que j'ai pas faites, ou alors il y a des conditions que j'ai pas remplies. Voilà, il y a des cassettes que j'ai pas récupérées, parce que oui, en fait, la plupart, une grande partie du scénario du jeu va être comptée via des putains de cassettes audio. Merci, voilà, ça fait toujours plaisir. Hein. Ça nous a privé de potentiel cinématique culte. Voilà, merci beaucoup Konami et Kojima Production. Et le truc, c'est que non, en fait, enfin, je suis allé voir sur les forums et tout, et en fait, non, j'avais bien fini le jeu. Hein, j'avais bien fini MGS5. Et je m'étais dit, mais attends, mais c'est pas possible, en fait, ça ne peut pas être la fin, en fait. Et pendant longtemps, j'ai été dans le déni, en fait. J'ai essayé de voir des théories, de voir des explications qui expliquaient, enfin, qui tentaient d'expliquer cette fin, parce que, en vrai, il n'y a aucune explication à donner, en fait, c'est juste de la merde. C'est juste que, voilà, la seule explication qu'on peut donner, et qui est complètement rationnelle, et vérifiable, c'est que Konami... voilà, a empêché, enfin, a bâclé le développement de MGS5, enfin, a sabordé le développement. Tout simplement parce qu'on a appris bien des mois plus tard les conditions de travail horribles dans lesquelles bossaient les employés de chez Kojima Production. Et voilà, et clairement, Konami voulait se débarrasser de Kojima et voulait complètement se débarrasser de Kojima en fait. Pour faire un peu ce qu'il voulait avec cette licence, et ça a donné Metal Gear Survive, qui pour moi est un jeu qui n'existe même pas en fait, à mes yeux. Et voilà, et au fait, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, si vous voulez, pour moi, c'est pas un jeu d'Hideo Kojima, c'est pas un jeu de Kojima Production, c'est un jeu qui est fait, c'est le jeu du PDG de Konami en fait. Pour moi, c'est même pas un Metal Gear Solid. Voilà, je vais même aller plus loin, c'est même pas un Metal Gear Solid. Pour moi, c'est c'est un jeu très moyen, un jeu d'infiltration très moyen, qui déjà, en plus, dans ses possibilités, était dépassé 3 ans auparavant par Dishonored, de mon point de vue. Et bon, j'ai pas joué à ce jeu, mais voilà, le reboot d'Hitman, des extraits que j'en ai vus, a l'air beaucoup plus complet en termes de possibilités que MGS5. Enfin bref, en fait, en gros, voilà, j'ai joué récemment à Left Alive, et bon, il n'a pas un gameplay moins bon que MGS5, et moins riche en possibilités que MGS5, hein, voilà, ça c'est dit. Donc voilà, donc on a un jeu d'infiltration qui est très moyen, qui a un skin Metal Gear Solid, au fait. Donc voilà, enfin moi je ne peux que confier cet épisode, au fait. C'est-à-dire... Et le pire, c'est que maintenant, enfin, je vais dire pourquoi c'est un épisode surcoté, parce que je vous ai dit, oui, mais t'as dit qu'à l'époque, tout le monde a été déçu. Oui, tout le monde a été déçu, mais bizarrement, j'ai l'impression que le jeu, 7 ans plus tard, semble être réhabilité. Quand je vois des takes sur MGS5, des appréciations de gens,
je vois beaucoup de mecs qui disent ah mais ouais c'est vrai que c'était quand même un putain de chef-d'œuvre MGS5. Ah ouais non mais c'est vrai que MGS5 voilà il a pas pris une ride hein. Ouais franchement il y a aucun jeu d'action infiltration qui lui arrive à la cheville hein. Ouais non mais franchement MGS5 Phantom Pain je crois même que c'est le meilleur de la saga hein. Ah, enfin, ça a tendance à m'irriter comme pas possible ce genre de réaction, parce que moi j'ai pas oublié, parce que les mêmes mecs qui disent ça, je suis sûr qu'à l'époque, ils devaient faire partie des déçus. Donc voilà, et il y a un signe qui trompe pas, c'est que j'ai lu un tweet de Julian Éveillé, enfin un développeur, Julian Éveillé, je sais pas quoi, un mec, enfin un développeur de chez Arkane Studio, le studio derrière les Dishonored et Deathloop, un game designer de ce studio très talentueux, qui disait, il avait fait une take Twitter dans laquelle il disait, oui j'en ai marre, enfin, il disait qu'en gros, les gens qui disent, les joueurs qui trouvent que MGS5 est leur préféré la licence, je leur conseillerais aussi de faire les autres épisodes. Enfin en gros il disait, je peux comprendre les gens qui aiment, mais voilà, les autres épisodes sont cool aussi hein, quand même. Et en commentaire, t'avais un mec qui disait MGS5 en vrai, je crois que c'est peut-être le pire le pire de la saga. Et Julien Éveillé, d'ailleurs, il avait répondu à ce cas-là, il avait dit alors j'osais pas dire ça, mais effectivement, c'est clairement le plus générique d'entre tous. Donc voilà, donc je veux dire, quand même un développeur d'un studio aussi talentueux que chez d'Arkane Studio vous dit qu'MGS5 est le pire de la saga, c'est que voilà, enfin le mec n'a même pas osé dire, il a dit j'ai pas osé le dire, donc en fait il a même pas osé dire dans son tweet à la base qu'il trouvait qu'MGS5 était le pire. Donc en fait j'ai l'impression que en fait, ça fait un peu bon genre, maintenant j'ai l'impression de dire que MGS5 est un chef-d'œuvre. Voilà, ça fait un peu bon chi, bon genre, ça fait un peu bien au fait de dire ça, alors qu'en vrai, voilà, on va pas être dupe, enfin euh, je veux dire, c'est pas un bon jeu. C'est pas un bon jeu tout simplement, et les gens, enfin, et les joueurs le savent. Enfin, savent qui, en tout cas, même ceux qui ont aimé, hein, même ceux qui ont aimé savent que le jeu, enfin, ne peuvent pas refuter toutes les lacunes que je vous ai citées précédemment, et reconnaissent effectivement, oui, j'aime bien, j'adore MGS5, mais c'est un jeu qui est pas fini. Voilà, même Padawam, même DG de chez Padawam, voilà, c'est un pro MGS5, il voit un culte à ce jeu comme si c'était le meilleur de tous les temps, mais il reconnaît lui-même que voilà, c'est un jeu qui n'est pas fini. Donc voilà, il faut, voilà, nonobstant mon avis personnel, je pense quand même qu'il y a que FGS5 a des défauts objectifs. Et clairement, ben voilà, je trouve que cette espèce de réhabilitation qu'il a depuis quelques années, pour moi, me met à le mettre dans les jeux surcotés, tout simplement. Et donc, nous y voilà. Enfin, on arrive au numéro 1 de mon classement des jeux que je trouve surcotés. Et là, je vais devoir tricher un peu. Parce qu'on va pas parler d'un jeu en particulier. On va parler d'une saga complète. Je vais parler, enfin le numéro 1 des jeux les plus surcotés pour moi, c'est toute la saga Kingdom Hearts. Ah là 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 là, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Alors, encore une fois, ça va gueuler. Là aussi, je sens que dans les commentaires, voilà, ça va rager comme pas possible, mais j'en ai rien à foutre. Pour moi, à mes yeux, Kingdom Hearts est la saga la plus surestimée de toute l'histoire du jeu vidéo. Et je peux parler parce que pour le coup, même si je n'ai pas joué à tous les jeux, je n'ai entre autres pas fait l'épisode 3DS, enfin Drip Drop mon cul sur la commode. Je n'ai pas fait Kingdom Hearts 0,2, mais on va y revenir aussi à cette numérotation bizarre des épisodes. Et je n'ai pas fait Kingdom Hearts 3. Mais on va dire que voilà, et ni Union X, le jeu smartphone, mais j'ai fait la plupart des épisodes. On va dire j'ai fait tous les épisodes du premier Kingdom Hearts jusqu'à Recoded, l'épisode DS. Donc je suis quand même en mesure de vous parler de la saga. Donc déjà, Kingdom Hearts, avant toute chose, c'est déjà un concept que je trouve complètement farfelu. Alors déjà, mélanger l'univers de Final Fantasy, un univers de JRPG, avec l'univers Disney, des films d'animation de Disney, déjà, c'est bizarre. C'est bizarre comme projet, tu vois.
Mais pourquoi pas, ça peut donner quelque chose de plutôt intéressant. Et entre autres, moi je vous le dis, le premier Kingdom Hearts en 2002, étant petit, je l'ai adoré. Oui, étant môme, j'ai adoré le premier Kingdom Hearts. Parce que pour le coup, c'était une proposition qui était innovante, intéressante, et puis surtout quand t'es gamin, quand t'as été bercé à Disney, pour le coup, tu ne pouvais que être enchanté par le jeu. Et effectivement, moi étant petit, voilà, j'y croyais moi cette histoire de Sora et donc qui partait de son île déserte avec sa dulcinée, donc du coup comment s'appelait-elle putain, voilà, vous voyez, je l'ai déjà oublié. Enfin bref, donc Sora, sa copine, et donc Riku, son rival. Voilà, il y avait tous les ingrédients pour plaire à un gosse qui était en train de faire l'un de ses premiers JRPG. Dans le sens où on avait des personnages adolescents, très jeunes, avec un design globalement assez cartoonesque, visiblement, parce que c'est des jeux qui, je trouve, sont plus cartoon, même dans le design dans le chara-design des personnages originaux. Et qui du coup s'intègre bien avec le côté Disney. Donc en soi, je trouvais que c'était plutôt une fusion qui fonctionnait plutôt bien, et globalement je trouve que c'était un JRPG qui était très solide à l'époque, avec des éléments de jeu de plateforme et d'exploration, et globalement voilà, étant gamin, tu revisitais les classiques Disney, tu les redécouvrais sous un tout nouvel angle. Et puis surtout, enfin, je veux dire, quand t'es gamin, c'était quand même cool de pouvoir, voler, au-dessus du bateau du capitaine Crochet dans le monde de Peter Pan, ou d'affronter Hercule, dans l'Olympe, voilà, donc etc. Ou alors d'aller à Agrabah avec Aladdin, et d'autant plus avec la VF de l'époque. La VF de l'époque. Donc voilà, donc on avait également la VF, c'était une VF d'ailleurs qui était excellente, et on avait la VF des doubleurs des classiques Disney, ce qu'on ne retrouvera plus du tout par la suite. Enfin bref, mais là je m'égare. Donc Kingdom Hearts 1, oui, c'était une proposition originale avec un scénario plutôt solide. Donc voilà. Ensuite, il y a eu Kingdom Hearts Chain of Memories, sorti sur GBA en 2005, qui était un épisode que j'avais encore plus préféré au 1. Alors là aussi, très unpopular opinion, je préfère Chain of Memories au premier épisode. Parce que là, pour le coup, il y avait... Le lore s'étendait, et il y avait tout le mystère autour du manoir Oblivion et de l'organisation 13. Donc déjà... c'était cool, mais on voyait déjà que la saga commençait par avoir une forme de complexité qui allait être franchement handicapante par la suite, et qui allait même, selon moi, la desservir complètement. Donc voilà, donc il y a eu tous les bails avec Diz, Naminé, comment il s'appelle, Luxor, je me souviens plus exactement du nom des autres membres de l'organisation 13, mais voilà, il y avait... une nouvelle couche du lore qui était très intéressante et qui promettait pas mal. Sauf que le problème, c'est que déjà, quand il y a eu le scénario de Riku par la suite, je trouvais que, oula, déjà, ça devenait quand même relativement assez complexe, cette histoire, même un peu pour rien. J'ai commencé déjà par être un peu perdu. Puis après, il y a eu Kingdom Hearts 2, qui nous introduit le personnage de Roxas. Donc il nous a donné un tout nouveau personnage qu'on nous teasait via la fin secrète de Kingdom Hearts Chain of Memories. Au début on se disait c'était qui ce gars. Donc voilà, on nous introduit son histoire dans Kingdom Hearts 2, et déjà il y avait un peu une rupture avec le premier jeu, dans le sens où on n'incarnait pas Sora dès le début. Donc en soi, je me suis dit pourquoi pas. Or le problème c'est que l'introduction de ce nouveau personnage était déjà, je trouvais, très longue à l'époque, et en plus... ce personnage-là, au fait, il va avoir une fin plutôt dramatique à la fin de cette introduction, mais qui par la suite sera complètement démystifié par les épisodes qui vont sortir par la suite. Donc 358 sur The Days sur Nintendo DS, et Birth by Sleep sur PSP. Parce que, au fait, tu vas comprendre... Enfin, parce qu'au fait... Voilà, c'est un peu ça le problème, au fait, avec cette saga, c'est que... on partait d'une base simple pour au final finir sur un lore qui est débilement compliqué, et qui surtout nécessite de faire absolument tous les jeux pour le comprendre. Parce que typiquement, moi j'ai pas fait Kingdom Hearts 3, mais je me suis pas mal renseigné, j'avais un ancien ami à moi qui était lui un gros fan de Kingdom Hearts, il m'a expliqué que Kingdom Hearts 3,
typiquement, si tu passes du 2 au 3 comme ça, si t'as pas fait tous les épisodes plus mineurs qu'il y a eu entre deux, et que surtout t'as pas fait le jeu mobile, qui s'appelle Union X, je sais pas quoi, c'est une espèce de free-to-play nul, je veux dire, qui comporte des éléments importants sur le lore, tu ne peux pas comprendre le scénario de Kingdom Hearts 3. Et ça, c'est aussi un gros problème que j'ai avec cette licence, c'est le fait que on te force, enfin, si t'es pas assidu à mort sur la licence, et si t'as pas plusieurs consoles, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les épisodes portables, je veux dire, étaient sortis sur différentes machines, sur Game Boy Advance, sur Nintendo DS, sur 3DS, sur PSP, sur portable. Donc voilà, en fait, t'avais besoin, déjà pour comprendre cette saga, t'as besoin, enfin pour la suivre, t'as besoin d'avoir une multitude de supports. Tu peux pas juste passer de la PS2, enfin des épisodes PS2, des épisodes PS4, en plus, non. Kingdom Hearts 3, en fait, il veut te compliquer la vie comme pas possible. Et le pire, c'est que en plus, non seulement, voilà, il y a un lore évidemment complexe, mais il y a une chronologie que je ne comprends pas. C'est-à-dire, en gros, enfin, voilà, je vais vous montrer par l'exemple. On a eu Kingdom Hearts 1. Jusque-là, tout va bien. Donc après, on a eu Chain of Memories, qui n'était pas Kingdom Hearts 2, en fait, qui était une suite de Kingdom Hearts 1. D'accord, donc en fait, c'est un épisode 1,5. D'accord, ok. Après, on a eu Kingdom Hearts 2. Sauf que le truc, c'est que Kingdom Hearts 2, en fait, chronologiquement, avant ça, il y avait 358 Days, qui était un épisode spin-off sorti après Kingdom Hearts 2. Donc ça veut dire qu'en gros, si tu as fait Kingdom Hearts 2 avant 358 Days, tu vas avoir tout un pan du lore qui va être incompréhensible. Et si tu as fait, et en plus, tu vas trouver 358 Days nul, enfin vraiment chiant. Donc il y a ça. Ensuite, on a eu Birth by Sleep, qui en fait est une préquelle qui revient, enfin un peu la MGS3, qui revient genre au tout début de la saga. Donc là, on se dit déjà, ça commence par être un peu chiant. Et donc du coup, tu incarnes 3 nouveaux personnages. Tu sais pas qui ils sont, on te les a jamais introduits, c'est comme ça, et ferme ta gueule. Et au fur et à mesure des épisodes, on va à chaque fois t'introduire de nouveaux personnages, de nouvelles figures, qui sont à mes yeux de moins en moins charismatiques au fil des épisodes, et qui surtout vont... Aussi, c'est un autre problème que j'ai avec cette saga, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, au fait, ils vont être définis par leur fonction, et vont ne pas avoir vraiment de personnalité. Et ça aussi, c'est un autre gros problème que j'ai. Et puis aussi, de toute façon, pour vous illustrer tout le bordel qu'est le scénario de Kingdom Hearts, je vais vous lire un résumé en une page qu'a fait un rédacteur dans le magazine JV Culture Jeux Vidéo. Voulez-vous? Alors, commençons. Il était une fois une sorte de dimension divine appelée Kingdom Hearts, scellée par une super clé nommée X-Blade. Le tout dans un monde protégé par des porteurs de Keyblade. Des élus qui repoussent les ténèbres en collant des coups de clé géantes. À un moment donné, il y a une méga guerre qui éclate. La X-Blade est détruite. L'univers se divise en plein de petits mondes Disney et Kingdom Hearts disparaît. Longtemps après, il y a Ansem qui débarque du futur pour parler à Xehanort, une version de lui-même plus jeune. Il lui dit qu'il doit mettre des bouts de son cœur dans d'autres personnes pour recréer la X-Blade. Les apprentis maîtres de la Keyblade du moment, Ventus, Aqua et Terra, sont des candidats parfaits. Là, il y a un bout de cœur de Ventus qui se barre dans celui d'un bébé qui s'appelle Sora. Et Xehanort, il fusionne avec Terra et comprend qu'on peut extraire les ténèbres des cœurs et faire des armées des monstres, les sans-cœurs et les simili. Il crée son propre cœur, Ansem, celui qui ira dans le passé pour se parler à lui-même, et son simili Xenmas. Xenmas monte l'organisation 13 des super simili à capuche. Là, t'as un autre Ansem, le vrai, le sage, qui est pas très content qu'on usurpe son identité, alors il décide qu'il faut désormais l'appeler Diz. 10 ans plus tard, des sans-cœurs débarquent chez Sora. Ils éveillent le pouvoir de la Keyblade pour protéger son bro Riku et sa copine Kairi, dont le cœur séparé d'ensuite Sora. Là, il y a Mickey Mouse qui déboule. Il demande à Dingo et Donald d'aider Sora à voyager dans plein de mondes Disney pour y tuer les sans-cœurs. Riku, il est trop jaloux de Sora, alors il se met à avoir plein de ténèbres dans le cœur, jusqu'à devenir Ansem. Mais cet Ansem finit par mourir. Riku revient, mais le royaume des ténèbres s'est ouvert. Alors Riku referme la porte et se retrouve coincé là-bas, avec Mickey et Aqua. Pendant ce temps, Sora et Kairi ont créé des simili d'eux-mêmes sans le faire exprès. Naminé, Kairi, qui va être enfermée dans le manoir Oblivion parce qu'elle manipule les souvenirs et que c'est trop dangereux. Et Roxas Sora qui rejoint l'organisation 13. Roxas collecte des cœurs pour créer un faux Kingdom Hearts avec ses potes Axel et Xion. Là, Sora doit tomber dans le coma pour retrouver la mémoire. Et en même temps, il y a Riku qui se réveille pour se battre avec son code démoniaque, Neo Riku. Mais aussi, sur les conseils de Mickey, contre sa part sombre, Ansem et contre Xion, qui est en fait un être artificiel créé par l'organisation 3 et dont l'existence empêche Sora de sortir du coma.
Alors Xion se laisse tuer par Roxas. Roxas est turbo vénère, il veut détruire l'organisation 13 et libérer Kingdom Hearts. Il défonce tout le monde sauf Riku qui l'assomme et le refile à Diz parce que ce dernier veut numériser des gens dans des mondes virtuels pendant que Naminé restaure les souvenirs du Sora comateux. Roxas numérique, ça lui plaît moyen à sa situation, mais il finit par accepter de fusionner avec Sora pour le réveiller. Alors Sora, Donald et Dingo ont très envie d'aller cogner les sans-cœurs, les simili et l'organisation 13 avec l'aide de personnages de Final Fantasy. Là t'as Axel qui kidnappe Kairi, mais il a vite des remords. Alors il se sacrifie pour aider Sora à rallier le QG de l'organisation 13. Sora retrouve Riku et Kairi. Diz veut numériser le faux Kingdom Hearts, mais ça tourne mal. Ça explose, Diz est propulsé dans le royaume des ténèbres où il retrouve Aqua. Riku va mieux. Sora casse la gueule de Xenmas avant de partir en vacances à la plage. Là t'as Mickey qui découvre des bugs dans son PC, alors il numérise Sora pour qu'il aille nettoyer tout ça, Norton style. Mais surtout, Mickey a peur que Xehanort revienne, surtout que Minnie a été capturée par Patibulaire. Alors il veut que Sora et Riku s'entraînent au maniement de la Keyblade en voyageant dans le passé. Mauvaise idée parce que là, il tombe sur Xehanort et sur la version jeune de celui-ci. Les paradoxes temporels, il s'en tape complet. Sora est capturé, et il tombe encore dans le coma, la faute à ses cauchemars, mais heureusement, les cœurs de Ventus et Riku, devenu un aval-rêve entre-temps, le protègent. Quand il se réveille, il apprend qu'il a perdu ses pouvoirs et qu'il doit partir les récupérer avec Donald et Dingo pendant que Mickey, Riku, Kairi, Léa, le vrai Axel, essaient de sortir Aqua du monde des ténèbres avant le combat final contre Xehanort. Voilà. C'est ça, le scénario de la saga Kingdom Hearts. Donc là, au fait, on est à un niveau de complexité qui dépasse de loin celui de la saga MGS et le lore des jeux Yoko Taro. Et je dirais même que le scénario de SMT3, il est très facilement compréhensible à côté de Kingdom Hearts. Donc voilà. C'est ça aussi le souci que j'ai avec Kingdom Hearts, c'est que c'est une saga qui est complètement en roue libre, qui sait pas où elle veut aller, et qui a fini par perdre les joueurs qui ne sont pas des die-hard fans hyper assidus. Et le pire, c'est que en plus, c'est là je vais aller même plus loin. Tetsuya Nomura, donc qui est la grande tête pensante derrière Kingdom Hearts, le grand Manitou. Le mec, quand même, j'ai l'impression qu'il se fout. Enfin, à vous fans de Kingdom Hearts, j'ai l'impression qu'il se fout quand même pas mal de votre gueule, parce que à chaque Kingdom Hearts, vous avez toujours, vous savez, cette espèce de fin secrète où il faut battre un boss secret débilement difficile à tuer, voilà, et qui peut vous one-shot ou vous two-shot. Et à chaque fois, c'est des boules sur une secret ending, sur une fin secrète qui tease l'épisode précédent ou les épisodes suivants. Et moi, je me souviens bien, à la fin de Burst Space League, durant la fin secrète, on vous tease un certain Burst Space League partie 2. Qui n'arrivera jamais, et à la place on aura une espèce de prologue qui s'appelle Burst Space Leap 0,2, alors déjà tout en mêle les pinceaux, qui est en fait uniquement présent dans une compilation, dans un remaster HD d'épisodes PS2 et DS je crois. Donc là déjà, voilà, si niveau foutage de gueule, on se pose là quand même. Et le mec, et Tetsuya Nomura, il va continuer à chaque fois à vous, à vous laver le cerveau et à vous troller, à vous faire miroiter un truc qui n'arrivera jamais en fait. Parce que moi, je me suis spoilé sur Kingdom Hearts 3, j'en avais plus rien à foutre, et j'ai vu la fin secrète de Kingdom Hearts 3. Ah, tu te dis, là on est vraiment en roulis total. Là, le mec, en fait, il en a plus rien à foutre de la cohérence en fait. Parce qu'en gros, t'as Sora qui se retrouve dans le monde de The World End With You. Un autre jeu dirigé par Nomura. Donc déjà, voilà, le mec, il nous fait quand même niveau ego, je crois qu'on est au niveau Kanye West. Hein. Là, on se pose là, quand même. Alors, je dis pas que c'est mauvais d'avoir de l'ego et de l'ambition, attention, mais voilà, le mec, quand même, tu sens qu'il est très frustré de ne pas avoir pu faire Versus 13. Et en plus, j'ai également vu le trailer de Kingdom Hearts 4, et encore une fois, c'est une vidéo qui, je parie, est complètement bullshit, qui ne sera peut-être pas représentatif du jeu final, et qui va encore, c'est encore un jeu qui va mettre 7-8 ans à sortir, pour au final être très décevant, parce que Kingdom Hearts 3, j'ai eu justement, je vous parlais de ce pote-là qui est un fan de Kingdom Hearts, il a été extrêmement déçu par le 3, et il trouve même que c'est une régression par rapport à Kingdom Hearts 2, un jeu PS2, sorti 2 générations avant. Donc quand même, là, si c'est pas le signe que Tetsuya Nomura et Square Enix se foutent de votre gueule, au fait, avec cette licence, c'est qu'il y a un problème. Et voilà, et c'est pour ça qu'à mon avis, je pense que la saga Kingdom Hearts est peut-être la plus surestimée, la plus surcotée du jeu vidéo. C'est parce que je ne comprends pas comment on peut, aduler une saga qui se fout ouvertement de la gueule de ses joueurs, en fait.
c'est ça un peu le souci que j'ai. Et je sais pas, en fait, Kingdom Hearts, je comprends pas. Enfin, non seulement j'aime pas, enfin, ce que j'ai joué, j'aime pas, à part peut-être bon, les Kingdom Hearts 1 et Shadow of Memories, qui ont plutôt gardé un bon souvenir en moi, mais même là, même aujourd'hui, si je les refais, je suis sûr que je les aimerais pas et que ça me casserait les couilles au bout de 2 heures, tu vois. Au bout de 3 heures, ça finira à la benne. Donc voilà, enfin, voilà, donc les bons souvenirs que j'ai, ils sont liés à la nostalgie et à une époque où, voilà, je n'avais pas l'éducation, on va dire, vidéoludique que j'ai à l'heure actuelle. Donc peut-être qu'avec un regard adulte, je détesterais ces jeux. Donc au final, bon, je comprends, oui, je peux comprendre aussi. Bon, il y a le côté Disney, etc. Bon, d'accord, ok, je suis d'accord, ça peut peut-être jouer en sa faveur, mais pour moi, moi, je ne peux pas. Une saga qui ne respecte pas ses joueurs et qui est quand même adulée, pour moi, à mes yeux, c'est une saga surcotée. Très clairement. Donc voilà, donc c'était voilà ma liste des 8 jeux surestimés à mes yeux. Alors encore une fois, je tiens à rappeler que c'est que mon avis et que j'ai le droit de pas aimer et que vous avez le droit, vous avez le droit aussi de ne pas être d'accord avec moi, tout à fait. Et on peut en débattre dans les commentaires, hein, mais voilà. Après, il faut garder un truc en tête, c'est que je le redis, je le répète, les jeux que j'ai cités ne sont pas forcément mauvais. C'est pas non plus des jeux que je n'aime pas. Bon, à part MGS5 et Kingdom Hearts, enfin la saga Kingdom Hearts, qui pour le coup sont des jeux que je n'aime pas, que je n'aime vraiment pas, globalement, c'est pas des jeux sur lesquels j'ai foncièrement passé un mauvais moment. C'est juste que, voilà, je trouve qu'on les a un peu trop mis sur un pédestal, et que moi, j'ai pas trop retrouvé mon avis dans la plupart des avis que j'ai pu lire sur ces jeux-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas voilà, à me dire si cette vidéo vous a plu et si parce que voilà j'en ai une autre, j'en ai d'autres prévues pour la suite. Donc n'hésitez pas à vous donner mes retours parce que c'est la première fois que je me livre à un tel exercice et voilà j'ai pas trop l'habitude voilà de parler comme ça en total impro devant le micro parce que voilà là j'ai rien écrit, je parle juste avec mes souvenirs donc voilà si ça peut sembler un peu confus je peux le concevoir mais voilà toujours est-il que c'est ce que je pense. Voilà, j'ai pas modéré mes propos, j'ai pas lissé mes propos, j'ai clairement dit le fond de ma pensée, et je continuerai à faire de même pour les prochaines vidéos à venir. Donc voilà,